Europe Matin. Lionel Gougelot. Pascal Crépé, l'invité de la matinale d'Europe 1. Bonjour Pascal Crépé. Bonjour. Vous êtes épidémiologiste, chercheur à l'école des hautes études de santé publique. Alors avant de voir dans le détail les mesures qui sont envisagées, on va dire simplement envisagées pour l'instant par le gouvernement pour tenter d'endiguer cette vague Omicron, je voudrais qu'on fasse un petit point avec vous sur les chiffres des contaminations, Pascal Crépé, et sur leur signification réelle. On a passé samedi le cap assez symbolique, il faut bien le dire, des 100 000 cas détectés en 24 heures. Et on entend dire que la perspective de 200 000 contaminations par jour serait envisagée, ou en tout cas possible, en début de l'année 2022. Cette vague de contamination, pour un variant que l'on dit plus contagieux, mais peut-être moins virulent, est-ce qu'elle est en train de se répercuter sur les hospitalisations, Pascal Crépé ? Et oui, malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer dans certains pays, que ce soit au Royaume-Uni, au Danemark ou aux États-Unis. Si vous prenez l'exemple de New York, qui a pour variant principal le variant Omicron depuis plusieurs semaines, on voit actuellement que ils sont passés de 170 hospitalisations par jour à 450 hospitalisations par jour en juste une semaine, la semaine juste avant Noël. Et donc cette vague de contamination est en train de se transformer en vague d'hospitalisation. Alors bien sûr, la vaccination casse la dynamique et la force de cette vague de contamination, mais malheureusement, plus il y a de personnes infectées, plus il va y avoir de personnes hospitalisées, puis allant en réa, et puis éventuellement décédant de la maladie. Il n'y aura donc pas, comme certains scénarios un peu optimistes le laissaient entendre, de décorrélation entre le nombre de contaminations et d'admissions en soins critiques. Alors, je ne sais pas s'il faut parler de décorrélation et s'il fallait en parler de toute façon, puisque les courbes sont forcément corrélées. Ce qui change, c'est le facteur de proportionnalité entre contamination et hospitalisation. Et c'est vrai qu'il va, a priori, il va y avoir moins d'hospitalisation qu'il n'y en aurait eu avec le variant Delta. Mais comme ce variant est beaucoup plus transmissible, il va y avoir beaucoup plus de cas de contamination avec ce variant Omicron qui vont se traduire ensuite par des hospitalisations. Donc là, la proportion va être différente, mais si vous augmentez le nombre de contaminés, vous allez augmenter le nombre d'hospitalisés. La saturation hospitalière est-elle inéluctable et est-elle déjà observée dans certaines régions ? Alors quand on regarde les chiffres de cette tension hospitalière, on voit que le sud de la France est dans une position déjà très difficile. On voit qu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur, ils ont déjà atteint 99% de leur capacité de réanimation initiale. Ils ont déjà d'ailleurs commencé à transférer des patients vers d'autres régions. La région Auvergne-Rhône-Alpes n'est pas beaucoup mieux puisqu'ils sont au-delà de 80%. Et en région PACA, on atteint déjà des sommets historiques en termes d'incidence des contaminations, puisqu'on dépasse les 1%. Donc on est à plus de 1000 contaminations pour 100 000, ce qui est ce qui n'avait jamais été observé jusque-là, ce qui fait qu'on n'est pas prêt de redescendre tout de suite, et donc c'est effectivement très inquiétant. Alors je le disais, le gouvernement s'apprête à serrer la vis vis-à-vis de ce regain de contamination en transformant le pass sanitaire en pass vaccinal. On va en reparler dans un instant, mais on a un petit peu l'impression que face à l'accélération de ces contaminations, on se demande, Pascal Crépé, s'il n'est pas déjà trop tard. Est-ce qu'il ne fallait pas adopter des mesures de couvre-feu, de confinement partiel ou de fermeture de certains commerces, plutôt comme l'ont fait certains pays européens avant même la trêve de Noël ? Alors c'est toujours très difficile parce que pour qu'une mesure fonctionne, il faut qu'elle soit suivie, et pour qu'elle soit suivie, il faut qu'elle soit comprise par la population. Et acceptée. Et comprise et acceptée, oui. Et pour qu'elle soit comprise, il faut qu'il y ait cette perception
du risque imminent lié au virus. Et c'est vrai qu'on a beaucoup entendu et on a beaucoup espéré aussi, parce que les scientifiques sont des citoyens aussi comme tout le monde, et on a tous espéré que ce variant, parce qu'il semblait être moins sévère, soit peut-être le variant de la fin, le variant suffisamment bénin pour ne pas causer de vagues hospitalières et d'une certaine manière immuniser toute la population et arriver à un coronavirus un peu endémique, comme les autres coronavirus qui circulent tout au long de l'année dans nos populations et qui ne provoquent que des rhumes. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, on voit cette vague d'hospitalisation pointer, et ce n'est pas encore le coronavirus de la fin. Mais alors, pardonnez-moi, je répète ma question, mais les mesures qui vont être annoncées par le gouvernement, est-ce qu'il n'est pas trop tard ? Est-ce que cette vague peut être encore freinée, tout simplement ? Alors oui, il peut encore y avoir des mesures qui vont permettre d'éviter des contaminations, qui vont permettre de faire en sorte que le pic de la vague soit moins haut qu'il ne serait s'il n'y avait pas de mesures. Néanmoins, il est clair que les personnes qui vont être hospitalisées dans 15 jours, 3 semaines, sont aujourd'hui déjà infectées. Ce qui fait que le tracé de la courbe des hospitalisations est déjà établi pour les 3 semaines à venir, et donc la courbe des hospitalisations du mois de janvier est déjà tracée. Le gouvernement s'apprête donc à transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Est-ce que cela vous semble pertinent pour convaincre les derniers réticents à la vaccination ? Je rappelle qu'ils sont encore près de 5 millions en France. Alors, ça semble déjà avoir un effet, puisque on observe une augmentation des primo-vaccinations, donc des personnes qui jusqu'à présent n'avaient toujours pas sauté le pas de la vaccination et qui finalement se décident à se faire vacciner. Donc c'est certainement une bonne chose, puisque plus on aura de personnes vaccinées, plus on va pouvoir atténuer cette vague. Néanmoins, ça ne peut pas être la seule mesure, puisque on sait que ce virus circule aussi dans les populations vaccinées, même s'il circule moins facilement. Et on sait aussi que le vaccin n'est pas efficace à 100% contre les formes graves, ce qui fait que plus vous aurez de contamination, même chez les personnes vaccinées, plus vous allez avoir d'hospitalisation, parce que, encore une fois, ce n'est pas une protection efficace à 100%. Vous parliez tout à l'heure, Pascal Crépé, de la crainte finalement que suscite cette vague de contamination, y compris chez ceux qui sont réticents à la vaccination. Est-ce qu'une mesure forte, par exemple, comme un couvre-feu pour le 31 décembre, est-ce que là aussi, ça pourrait participer d'une prise de conscience pour ceux qui s'interrogent encore sur ce geste vaccinal ? Alors, je ne sais pas. D'un point de vue épidémiologique, une mesure ponctuelle juste sur un jour ou sur une soirée n'a pas beaucoup d'intérêt, très honnêtement, parce que la dynamique de l'épidémie, elle s'inscrit sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Et donc, c'est pas parce que vous allez couper même tous les contacts, enfermer les gens chez eux un soir, que vous allez avoir une dynamique très différente. Les infections qui n'auront pas lieu ce jour-là auront lieu le lendemain. C'est vraiment des mesures qui doivent s'inscrire sur plusieurs semaines, qui vont pouvoir avoir un impact sur cette dynamique, pas des mesures juste ponctuelles. La menace que fait peser l'explosion du variant Omicron, c'est celle, on le sait, d'une paralysie partielle du pays, avec le placement en isolement de centaines de milliers de Français infectés. On observe d'ailleurs déjà des perturbations dans l'organisation des transports ou de services hospitaliers. Est-ce que pour pallier ces difficultés, on doit envisager de réduire le temps d'isolement en cas de contamination, pour éviter encore une fois la paralysie de l'économie ?
Alors, bien évidemment, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre, appréhender et qui paraît un peu paradoxal. Mais l'enjeu ici, c'est d'adapter les mesures pour qu'elles soient supportables et que l'on puisse continuer à vivre. Alors, quand il y a relativement peu d'infectés, on peut se permettre d'être très précautionneux et de vouloir éviter à 100% tous les cas secondaires. Mais quand on est face à une épidémie et une vague comme celle dans laquelle on est aujourd'hui, si on ne veut pas stopper la vie du pays et stopper et aussi l'économie, oui. On va devoir faire des compromis, et ça fait partie des compromis qui peuvent être faits effectivement, réduire à 5 jours l'isolement, ou en tout cas peut-être le conditionner à des tests négatifs pour le lever un peu plus tôt, peuvent être envisagés, mais bien sûr c'est sous-optimal et pas idéal, et à ne faire que si on y est contraint. Mais ce compromis serait d'autant plus acceptable, j'allais dire, sur le plan médical que, semble-t-il, ce variant Omicron ne provoque pas de maladies très handicapantes, quoi. Enfin voilà, je veux schématiser ou vulgariser en disant qu'on dit que ça pourrait être un gros rhume ou une grippe, mais voilà, quoi, ça peut faire partie de la réflexion. Ce variant, il est peut-être moins sévère. On parle de 30%, 50% moins sévère, ouais. Mais il reste plus sévère qu'une grippe ou qu'un rhume. Il envoie des gens à l'hôpital en réanimation, et des personnes décèdent de ce variant. Donc, et encore une fois, plus on le laisse circuler, plus il y aura de personnes qui feront des formes graves, forcément. Ouais. Donc ce n'est malheureusement pas en tout cas l'argument qu'il faut mettre en avant pour avoir des mesures moins fortes contre ce variant. Dernière question, si vous le voulez bien, Pascal Crépé. Faut-il repousser d'une semaine la rentrée scolaire, comme l'ont réclamé hier une cinquantaine de médecins dans une tribune publiée par nos confrères du Journal du Dimanche? Ça vous semblerait une mesure pertinente ? Alors, on sait que les écoles contribuent à la dynamique de l'épidémie. Il n'y a pas un consensus très fort sur le fait que qu'elles soient le moteur, mais en tout cas, elles y contribuent. Et donc, oui, fermer les écoles un peu plus longtemps, ou décaler les vacances scolaires, rajouter une semaine de vacances donc aux vacances de Noël, et l'enlever aux vacances de printemps, ça peut faire partie des mesures qui vont nous aider à contrôler cette épidémie, mais il y a d'autres mesures sur lesquelles il faudrait appuyer. Et je pense en particulier au télétravail, qui, je le rappelle, ne protège pas que les télétravailleurs. C'est-à-dire que plus vous avez de personnes qui font du télétravail, moins vous avez de gens dans les transports en commun, évidemment, dans les bureaux, etc. Et donc, vous protégez aussi toutes les personnes qui ne peuvent pas faire du télétravail. Ouais. Et ça, pour l'instant, on n'y a vraiment pas assez recours. Le télétravail qui a pourtant été fixé comme une priorité par Elisabeth Borne, la ministre du Travail, qui était l'invitée d'Europe 1 la semaine dernière dans la matinale. Merci infiniment, Pascal Crépé, pour ces précisions et pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste et enseignant-chercheur à l'École des hautes études en santé publique. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Bonne journée.